Salut, je m'appelle Alexis et je trouve dommage que la France n'utilise pas le cinéma pour mettre en avant son histoire d'une richesse incroyable. Mais je suis en train d'écrire le scénario d'un film sur Jeanne d'Arc pour qu'on ait enfin notre Brevard à nous. Or, je n'ai pas étudié le cinéma, et pour être crédible le jour où j'irai voir des studios, je documente toute la progression de mon projet. Donc, si vous voulez m'y aider, vous pouvez vous abonner pour suivre la progression, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Enfin, la meilleure façon d'aborder ma chaîne est de regarder mes vidéos dans l'ordre. Coup de bol, elles sont numérotées. Bon visionnage! Quoi? Je vous ai pas convaincu avec une seule partie, vous aimez tellement mon contenu que vous en revoulez? Bonjour peut-être? Ça va mec, ils sont cool! Ils savent que ça me fait plaisir quand vous me rendez visite. Mais t'as raison, on va innover. 1, 2, 1, 2, 3, 4, bonjour! De toute façon, je sais plus jouer de la guitare. Minable. On se concentre sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'attarde sur d'autres personnages, la façon dont ils sont mis en scène, et ce que ça dit aux spectateurs dans leur construction. En fait, cette vidéo fera le pont entre la précédente sur les personnages et la prochaine qui sera purement dédiée à la grammaire cinématographique, en montrant la différence entre les intentions de départ et comment la mise en scène peut apporter un résultat différent. Comme il est pratique que tu sois arrivé à cette conclusion. Faut dire que toutes ces vidéos suivent un enchaînement tellement logique. Oh, toi! Non, toi! Non, toi! Mais faut que je vous laisse ou... Alors, comme on l'a vu dans la vidéo sur la construction d'un personnage, l'idéal est de créer une fiche personnage afin d'avoir une idée précise de son passé, sa personnalité, et donc sa façon de réagir aux événements, de se comporter face à son entourage, sa façon de voir le monde, etc. Et si besoin, pouvoir s'y référer en cours d'écriture afin de garder de la cohérence dans le personnage. Tout ça c'est très bien, mais c'est très personnel au scénariste. Il ne peut évidemment pas distribuer ses fiches aux spectateurs afin qu'ils les consultent, pour savoir qui est le personnage qu'ils vont avoir sous le pif. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo avec la présentation du personnage d'Alan Grant, Spielberg nous a présenté efficacement le personnage sans que ne soit prononcé un seul adjectif à son sujet. Ça correspond au principe cinématographique du show don't tell. Là, pas compris. Pardon. Montre, ne raconte pas. Donc à chaque fois qu'un personnage apparaît, ça doit nourrir son personnage, l'introduire dans les premières apparitions, le densifier pendant le film et montrer son évolution à la fin de celui-ci. Mais enfin, vous venez de dire qu'il fallait un personnage cohérent, nom de drouille. Vous pouvez pas changer toutes les 30 secondes. Déjà, tu te détends tout de suite. Et ensuite, bien sûr qu'il faut qu'il reste cohérent. Mais à nouveau, comme on l'a vu dans la vidéo 4, un personnage qui n'évolue pas est une histoire sans intérêt. Il faut que les personnages principaux changent après avoir vécu leur péripéties, mais restent cohérents pendant leur évolution. Sauf si, bien sûr, ça correspond précisément au personnage. Comme par exemple Jean Grey et le Phénix dans X-Men, James McAvoy dans Split, Peter Parker quand il est infecté par Venom, etc. Tandis que pour reprendre ce dernier exemple, Peter Parker passe d'un gros fragile à un super-héros courageux quand il enfile son slip à col roulé, parce qu'il était déjà altruiste à la base. Enchaîne! Oh j'ai fini la théorie. Oh, bien joué. Je déconne! Mais quasiment. C'est à garder en tête pour la deuxième partie. Comme évoqué, on montre, on ne dit pas. Donc, tout ce qui sert à présenter un personnage est utile. Tenue vestimentaire, gestuelle, façon de le filmer, son texte évidemment, cadre autour du personnage, etc. Or il n'y a pas de hasard au cinéma, absolument. Tout fait l'objet d'un choix. Pensez-y une seconde, un documentaire ou un film souvenir montre la réalité en la mettant pas ou peu en scène. Enfin normalement. A l'inverse, une œuvre cinématographique filme du faux pour faire paraître une réalité, la vision du réalisateur. Donc pour n'importe quelle scène, tout a été décidé. L'angle de caméra, l'ouverture, la focale, le support, la position de la caméra, des acteurs, du preneur de son. Des lumières, des décors, des costumes, etc., etc. Absolument. Tout a un sens. Tout a été réfléchi. Et d'ailleurs, ça vaut pour quasiment toute œuvre créative. Peinture, danse, tapisserie, poterie, tatouage, etc. Chaque seconde que vous voyez dans un film a été réfléchie et a une signification. Enchaîne. Commençons donc par la première apparition du roi, ainsi que les futurs capitaines de Jeanne, que sont Jean d'Aulon, La Hire, Gilles de Ré et le duc d'Alençon. Regardez comment ils nous sont introduits pour la toute première fois. Murmurant en regardant le roi d'un air moqueur. Première hypothèse. Ils complotent dans le dos du roi.
Sauf que tout le reste du film, ils vont se montrer parfaitement fidèles. Donc pourquoi avoir commencé comme ça? Hypothèse numéro 2, on sait que Charles VII doutait beaucoup de son propre statut, de sa légitimité, et donc c'est peut-être juste lui qui s'imagine voir ça. Mais juste après, il va saisir l'occasion de présenter une doublure à Jeanne, afin que soit elle le reconnaisse, soit elle le bute. Or, il ne choisit aucun de ces trois-là. Vous voyez mon problème? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? D'autant que la trémoile, juste avant, pose la question « Qui pourrait bien vouloir vous tuer ?» Ça fout le bordel! Pour le spectateur moyen, il faut se méfier de ces trois hommes. Voilà qui est bien relou. Spectateur moyen se retrouve tout embrouillé dans sa perception d'un futur personnage très positif. Son cerveau lui a d'abord intimé l'ordre de se méfier de ces grands escogriffes à l'air menaçant, et pourtant, le reste du film les montrera différemment. Pardon. Alors, vous allez me dire que je chipote, mais pas vraiment. C'est juste que je formule à voix haute les mécanismes cognitifs qui ont lieu inconsciemment dans vos pauvres cerveaux de petits... Les Occidentaux ont bourgeoisé, aveuglés par votre ego. On s'en méfie, puis on doit leur faire confiance. En fait, les lieutenants de Jeanne sont des comic reliefs. Rien d'autre. On a eu 3 mots sur la personnalité. Au passage, Lahir se marre tout le temps. Bizarre pour celui qui a été présenté par le roi comme le plus colérique. Mais ensuite, ils ne font qu'être les témoins de sa folie. Ils sont courageux, ils sont forts, mais ils ne prennent aucune décision, ils ne font que ricaner dans son dos. C'est dommage parce que le film retire tout le panache de ces personnages qui sont au final les vrais artisans de la reconquête du royaume. Jeanne fut l'étincelle qui a embrasé le peuple de France, mais je rappelle qu'elle n'a tué personne, a dirigé quelques batailles, mais ce sont bien eux, les capitaines, qui menaient leurs hommes. On continue. Cette discussion me casse les yeux. C'est pas à Vincent Cassel d'exprimer le doute sur le fait qu'elle soit l'envoyée de Dieu. Les seigneurs qui l'accompagnaient vivaient mal son arrivée au début, avant qu'elle ne gagne leur confiance par son courage et ses victoires. Mais elle ne montrait aucun signe d'hérésie et leur était envoyée par le dauphin. Ne serait-ce que par fidélité qui n'est plus approuvée vu qu'il continue un combat qui semble désespéré, ils ne peuvent pas douter sur ce point-là. Allez, gratos. Mais quand je vous parlais des généraux qui ne sont que des comic reliefs, j'ai beaucoup de mal à les imaginer se foutre de lui sous son pif le jour de son couronnement, alors qu'ils l'attendent depuis 9 ans. Bon, Lulu, on peut respirer entre deux conneries? Bah non. Plan suivant. Yolande d'Aragon remplace l'huile miraculeuse des rois de France, qui ne se vide jamais, avec, coup de bol, une fiole d'huile que son pote avait justement dans sa musette. Alors, le caractère miraculeux de cette huile est très probablement exagéré, voire faux. Mais les catholiques d'alors comme d'aujourd'hui y croient. Luc Besson n'y qu'une minute de film pour le montrer alors qu'il pourrait parfaitement utiliser cette minute avec un clip show pour montrer la reddition de Troie, ou la progression à travers le territoire anglais, ou le soulèvement du peuple, etc. etc. Non! Il choisit d'investir une minute du temps à déconstruire la légende de Jeanne et donner du crédit aux thèses selon lesquelles Yolande d'Aragon a totalement construit le mythe de Jeanne. Dommage. C'est littéralement comme s'il avait montré Jacques Mayol sortir une bonbonne d'oxygène de son speedo au lieu de sa rencontre et du sauvetage du dauphin. Bon, par contre, le couronnement a plutôt de la gueule. Luc Besson a eu recours à pas moins de 800 figurants pour cette scène, et franchement, ça vaut le coup. For the sake of the kingdom, it is imperative that you stop her going to Compiègne. I can't stop her. Well, if you don't, I'm sure the Burgundians would be happy to oblige. Bla bla bla. Maintenant, c'est carrément le roi et sa belle-mère qui ont espéré que les Bourguignons la livrent aux Anglais. Ce qui fait de la scène immédiatement après la concrétisation du complot du roi contre sa servante. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire ne peut que tirer cette conclusion. Et au cas où c'était pas suffisant, regard appuyé du plus proche conseiller de la mère de Yolande. Jeanne a été livrée aux Bourguignons par l'intermédiaire des Compiègnois, pas facile à dire celui-là, sur ordre de la cour. Encore une fois, des courants de pensée qui représentent pas mal de monde d'ailleurs, pensent que tout a été inventé. Certains pensent même que Jeanne a survécu, d'autres qu'elle était en fait une princesse cachée, etc. etc. Mais ce n'est pas l'histoire officielle, et ce n'est pas l'opinion dominante. Donc, soit Luc Besson donne plus de crédit à ses thèses qu'à l'histoire officielle, dommage, soit c'est une facilité scénaristique car on prend pitié pour Jeanne qui est abandonnée de tous, redommage. Pierre Cochon était une salope. Point. Tiens, regardez, j'en ai la preuve d'ailleurs. Salope! Vous voyez? Il insulte tout le monde gratuitement. T'arrivais pas à la placer celle-là. 6 vidéos que j'essaye, j'en pouvais plus. Bref, Pierre Cochon était une salope à la solde des Anglais. On le sait, c'est prouvé. Mais Lulu n'en a pas fini. Dans le film, sa volonté est sincèrement de purifier l'âme de Jeanne. Son collègue nous dit qu'ils peuvent laisser les Anglais la brûler. Non!
C'est par bonté d'âme que Pitouche veut la juger lui-même. Ça ne sert à rien dans le scénario, à part rehausser l'image de celui qui va la condamner. Pourquoi ? Allez, on a fini avec les personnages de seconde zone, on passe à l'héroïne du film. Et on va encore pas être gâté. Petit détail, Jeanne a les cheveux longs. Tant mieux, hein, Mila Jovovich est une femme absolument splendide et c'est pas très grave. Mais comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, ça pose problème 2 minutes plus tard dans le film, puisque je ne pense pas qu'elle joue mal. En fait, je pense qu'elle joue bien exactement ce qu'on lui a demandé de jouer. La folie, l'hystérie, la frénésie. Son jeu est insupportable. Putain, mais calme-toi! Luc Besson est très fan de grand angle, ce qui permet d'étendre le champ visuel et donner de l'espace aux personnages eux-mêmes. Mais quand on est très près, ça déforme énormément les visages et donne une impression de mal-être, de Dérangection ou bien le dérangement. Or, il va en abuser dans ce film, notamment sur Jeanne, d'effets de caméra pour justement créer cette sensation de malaise. Grands angles, gros plans, très gros plans, tilt de la caméra, etc. Le malaise est très souvent créé autour d'elle. La preuve un peu plus tard avec la prise de la Bastide des Tourelles. Pourquoi recréer ce malaise absolu ? On est sur ce qu'on appelle un nœud dramatique secondaire. Le haut fait, la victoire. Je ne comprends pas pourquoi on est dérangé par cette amorce de victoire, alors que côté anglais, la panique est si bien jouée et si bien montrée. En parlant de bataille, les batailles dans ce film ne représentent selon moi pas un grand intérêt. Quasiment tout est filmé en grand angle très rapproché et en cut frénétique. C'est brouillon, mais c'est pas le pire. Non, le pire c'est dans Taken 3. Le grand angle est fait pour ouvrir les perspectives, situer un personnage dans son environnement, donner une sensation d'espace. Mais à 20 cm pour une scène d'action, ça fait que le corps filmé prend le tiers de l'écran et qu'on voit rien. Je pense que l'idée ici est de créer le malaise par l'image pour dénoncer la violence des guerres. C'est assez légitime. Mais tu rajoutes à ça des jump cuts aussi rapides, tu te retrouves avec une bouillie illisible à l'écran. Les événements de cette bataille ne sont pas précis. 2 journées de guerre royale se sont rassemblées en une seule. Mais franchement, on s'en fout. L'important, c'est la victoire de la Bastide des Tourelles, et Jeanne qui fait une arrivée qui renverse le cours de la bataille. Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer encore une fois ? Bon sang, il n'y a pas d'autre moyen de montrer qu'elle était certes motivée par ce qu'elle faisait, mais qu'elle avait aussi peur de sa première bataille ? Diantre ! L'occasion rêvée de la placer. Ça me trotte dans la tête depuis 15 ans. Pourquoi entend-on aussi souvent « feu » dans les films sur le Moyen-Âge ? Que ce soit les flèches, les balistes ou les trébuchets, qui aurait l'idée de dire « feu » ? C'est presque aussi con que de faire exploser une voiture en feu dans un film d'action. Je le sentais venir ? Oui, j'ai fait mes petites recherches. Pour qu'il y ait l'explosion d'une voiture, il faut un ratio de 14 litres d'air pour 1 litre d'essence et une montée en pression très importante et très lente. En clair, c'est virtuellement impossible qu'une voiture explose sans explosif. Cadeau pour vos prochaines soirées. Et enfin, scène finale, Lulu semble regretter qu'elle n'ait été canonisée que 500 ans plus tard. Eh ben mon con, heureusement qu'elle l'a été depuis parce que c'est pas ton film qui aurait aidé. Je ne comprends pas cette phrase. Le film a fait de son mieux pour rejeter l'idée d'une mission divine sincère, nous a prouvé sa folie par le personnage de sa conscience, se conclut par cette même conscience qu'il absout de ses péchés, mais se termine sur un reproche envers l'Église. Le film lui-même est schizophrène. Pour finir quand même, parce que j'ai pas mal de points positifs. On nous montre Jeanne d'Arc. C'est plié. En réalité, j'ai trouvé une quinzaine de films, mais c'est le seul avec une vocation grand public, et ça, pouce en l'air. Les décors et costumes sont plutôt cool, et surtout crédibles. On ne se retrouve pas avec des armes et armures toutes neuves. Or à l'époque, les armures étaient en fait assez rares sur les champs de bataille. La grande majorité des soldats ne pouvaient évidemment pas s'en payer une. Et ceux qui le pouvaient les entretenaient bien, mais n'en avaient clairement pas une neuve à chaque marave. Les échanges et provocations pendant le siège. Alors ça c'est vraiment cool. Ça se passait vraiment comme ça à l'époque, et c'est trop cool qu'on le voit. D'ailleurs j'y reviendrai peut-être, mais Orléans n'était pas un vrai siège, c'est plus un blocus ou un embargo. Bref, dans les films, on ne voit généralement qu'une seule bataille, or un siège c'est sur le temps long. Et c'est plus sur le moral que sur la force physique. Des remparts de 600 mètres de haut, c'est dans les films. Dans la réalité, les belligérants pouvaient littéralement se parler d'une rive à l'autre. Son horreur à voir la mort partout est fidèle au personnage de Jeanne, mais jamais de la vie elle n'aurait jeté cet anneau. Si important pour elle, mais ça sert le personnage et le film ne nous a jamais dit qu'il était si important. Ce que je reproche à ce film, ce n'est pas son esthétique ni son manque de fidélité aux faits historiques, mais justement pour sa transformation de la légende.
Jeanne d'Arc n'est pas une chef de guerre qui a gagné des batailles. C'est une envoyée de Dieu qui a remis le roi sur le trône et ravivé la flamme de la France dans les cœurs du peuple. Il n'y avait à l'époque aucune unité culturelle, linguistique, traditionnelle, etc. Or, pour la première fois, toutes ces entités se sont regroupées et ont fait nation autour d'elle. En tout cas, c'était pas une petite fermière qui cherchait à venger la mort de sa sœur, corne gidouille. Ce ne sont ni la fluidité du scénario, ni les décors, ni les costumes. Je n'adore pas la mise en scène, mais c'est un ressenti extrêmement personnel. Ce sont les intentions, les raisons de faire le film qui me font le détester. Luc Besson, avec Nikita, Le Cinquième Élément, Lucie, etc., aime développer des personnages féminins forts. Dommage qu'il ait fait, selon moi bien sûr, de la plus incroyable d'entre elles, cette cinglée. Surtout que c'est la seule qui n'ait pas eu inventé. Voilà la conclusion de ma critique de ce film. Je suis extrêmement curieux de connaître vos avis à la fois sur le film si vous l'avez vu et sur ce que j'ai pu en dire. Vous savez à quel point vos commentaires m'aident pour la visibilité de la chaîne, mais surtout je lis réellement chacun d'entre eux. Pour l'instant, je réponds à chacun d'entre vous, vous n'êtes pas encore assez nombreux. Donc, feu! Pour la prochaine fois, on va aborder la grammaire du cinéma. Je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. Puis on va complètement changer puisque je vais attaquer les interviews avec des différents corps de métier qui interviennent sur un film. On fera beaucoup moins de vidéos dans mon salon. J'en ai marre d'être là. Enfin, je voulais vous remercier parce qu'on a enfin dépassé les 500 abonnés sur YouTube et sur Instagram. C'est beaucoup plus lent que j'espérais, mais je reste super motivé pour l'écriture parce que, j'espère que vous l'avez compris, le but c'est pas de devenir youtubeur, mais bien de vous offrir un jour un film de qualité. Cœur sur vous, paix et guérison sur vos lignées. Comme d'habitude, je vous souhaite de faire de belles choses et de belles rencontres et surtout n'oubliez pas, c'est beau la France!